Tout de suite, la deuxième partie de notre débat consacrée ce soir encore à la Syrie. Et pour la troisième fois, les Russes et les Chinois ont opposé leur veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont opposé leur veto à une résolution contraignante pour Damas. Pendant ce temps, les combats se poursuivent pour la 5e journée consécutive dans la capitale syrienne. D'après des témoins, des insurgés auraient lancé une attaque contre le siège de la police à Damas. Par ailleurs, selon une ONG, un quartier de la capitale aurait été pris d'assaut pour la première fois par des chars. Alors l'opposition est-elle en mesure de gagner cette bataille de Damas ? On en parle ce soir avec nos invités, avec Randa Kassis, qui est membre du CNS, Conseil national syrien, qui est la principale formation d'opposition, avec Haitham Mana, qui lui n'est pas au CNS, mais qui est le président du Comité national pour le changement démocratique, avec Antoine Basbous, qui est le président de l'Observatoire des pays arabes, et avec Georges Malbruno, qui est grand reporter au Figaro, et vous pouvez voir son blog qui s'intitule L'Orient indiscret. Voilà. Avant de reprendre notre débat, on va tout de suite écouter le chef du conseil militaire de l'ASL qui se félicite de l'attaque d'hier qui aurait coûté la vie à 3 piliers du régime. Je vous rappelle, le beau-frère de Bachar el-Assad, le ministre de la Défense et un important général. C'est l'ASL qui a revendiqué l'attentat. Je tiens à saluer les héros de l'armée syrienne libre qui ont su frapper les têtes pensantes de ce régime criminel. Grâce à Dieu, nous frapperons le régime en plein cœur. Bientôt, nous serons au palais présidentiel, car ces héros ont été capables de trouver ces criminels dans leur terrier. Et si Dieu le veut, ils iront trouver Bachar el-Assad. Georges Malbruno, est-ce que l'opposition a les moyens aujourd'hui de gagner cette bataille de Damas ? Militairement, sans doute pas. C'est même pratiquement certain, parce que le rapport de force est très largement encore en faveur du régime qui dispose à Damas notamment de la 4e division, des unités d'élite qui sont bien équipées, bien formées. Simplement, l'opposition hier a marqué un point psychologique, on l'a dit, et donc il y a une espèce d'élan qui est en sa faveur. Le régime aujourd'hui est en colère, il cherche à se venger, il redoutait le mois de Ramadan, qui justement a été vu par les rebelles comme un mois pendant lequel on allait jouer sur cette fibre religieuse et on allait accentuer les attaques, d'où d'ailleurs l'offensive lancée par les rebelles à Damas et la contre-offensive lancée par le régime après. Aujourd'hui, le régime va essayer de booster les rebelles, les insurgés en dehors de la périphérie de Damas. Je crois que ça pour le régime, c'est relativement faisable. Ensuite, simplement, ils vont les repousser dans les villages autour, où là, les rebelles disposent d'un armement plus sophistiqué, plus facilement utilisable qu'à Damas. Et donc, on risque de retomber dans une nouvelle étape, dans un nouvel épisode d'un affrontement mais militairement quand même. Assister à une sorte de guérilla urbaine à Damas. Et est-ce que l'armée est en mesure, justement, de pouvoir faire front à cette guérilla urbaine ? Parce qu'on peut être, on le sait très bien, armé jusqu'aux dents et ne pas être en mesure d'affronter une guérilla urbaine. Oui, mais bon, si vous reprenez, il y a environ 40 000 hommes armés dans toute la Syrie, d'après ce qu'on peut savoir, du côté des rebelles. La garde républicaine, les troupes d'élite, c'est plus que ça. Et donc, il y a un rapport de force qui est quand même... ce qui est inquiétant, effectivement, quand on est du côté du régime, c'est de voir l'utilisation d'hélicoptères. Ça veut dire qu'on passe à un échelon supérieur dans la répression. Et que là, il y avait une vraie volonté de la part du régime d'éradiquer cette rébellion. Ils ne vont pas y arriver, mais je crois qu'il est trop tôt pour dire que l'attaque d'hier a été décisive et que le régime vacille. Vous ne diriez pas jusque-là. Ah non, je ne crois pas qu'on puisse dire que le régime vacille. Le régime ne vacille pas, Antoine Basbous ? Si on va compter sur les armes stratégiques, les ADM, c'est-à-dire armes de destruction massive, les chars, l'aviation, les hélicoptères, tout ça, mais à quoi ça sert tout ça ? Ça sert dans une guerre extérieure contre son propre peuple, c'est une condamnation, c'est la preuve de l'impuissance. Or, l'opposition est comme un poisson dans l'eau à Damas et ailleurs, alors que le régime est un agresseur, il est senti avec ses chars et ses forces spéciales comme un régime colonial, comme un régime d'occupation. Et c'est ça le drame. Ils ont la force, ils ont les munitions, ils ont les Russes, ils ont le veto, ils ont des bâtiments de guerre russes qui leur acheminent encore de nouveaux hélicoptères,
mais à quoi ça va servir? Pour tirer contre le peuple? C'est leur peuple. Eh bien, ils sont là devant une réalité qui les condamne. Plus ils utilisent la force, plus il y a des civils qui vont mourir à côté des insurgés, et plus ils seront détestés. Donc c'est une guerre déjà perdue, puisque le régime n'est pas un poisson dans l'eau, alors que l'opposition vit comme un poisson dans l'eau, entouré par la population. Les États-Unis et d'autres capitales, d'autres pays européens craignent l'utilisation d'armes chimiques contre la population. Vous y croyez? Je n'y crois pas. Je pense que le déplacement des armes chimiques a deux objectifs. Ou bien c'est pour les sécuriser... Parce qu'ils ont déplacé ça du Golan Non, vers... pas du Golan, ils sont en arrière. Soit pour les... D'où à où? Donc ces armes ont été déplacées? Des abords des villes qu'ils sont en train de perdre vers peut-être le pays alaouite. D'accord. Et peut-être aussi vers le Hezbollah au Liban. Et dans ce deuxième cas, ça sera un casus belli et Israël interviendra avec le soutien de la communauté internationale, notamment de la communauté occidentale. C'est un casus belli si la Syrie remettait des armes chimiques et bactériologiques au Hezbollah. Sur l'inquiétude des pays occidentaux, des Américains et des Israéliens en particulier, et des Jordaniens accessoirement, sur les armes chimiques, c'était plutôt et exclusivement que ces armes aillent entre des mains indésirables, c'est-à-dire Al-Qaïda, les djihadistes ou le Hezbollah, et non pas que le régime, enfin c'était ce que pensaient un certain nombre de personnes dans ces pays-là, les utilise contre son peuple. C'est un régime qui est encore rationnel, qui est un régime tyrannique, mais qui est rationnel, et on ne les voyait pas les utiliser contre son propre peuple. Mais en revanche, il y avait de grandes inquiétudes que ces armes chimiques, effectivement, tombent entre de mauvaises mains, et ça expliquait, et ça explique sans doute déjà les opérations qui ont eu lieu à l'intérieur, les forces spéciales jordaniennes ou américaines qui ont dû faire ce qu'il fallait pour que ces armes ne soient pas trop déplacées. Haitham Mana, la question que tout le monde se pose ce soir, c'est où est Bachar el-Assad? Alors on a eu des images de la télévision syrienne, ce sont des images qui ne sont pas datées, on ne sait pas où elles ont été tournées, où le nouveau ministre de la Défense prête serment, donc le président syrien y était. Mais est-ce qu'on a quelques informations de savoir où se trouve ce soir Bachar el-Assad? Avant, j'aimerais bien commenter quelques... Oui, allez-y, on regarde les images là de Bachar el-Assad. Parce que vous m'avez oublié 2 tours. Alors, oui, mais on ne fait pas des tours. D'abord, il y a une grande différence entre les rumeurs, l'univers virtuel et la réalité sur le terrain. Et je crois qu'on est en train de mélanger les trois. Et parfois, on dit Tlas est rentré dans le pays. Aujourd'hui, on a annoncé ça sur un télé libanais. L'autre qui dit que Assad est parti au Lataki en préparant son départ au cas où à Moscou, etc. Tout ça, même Reuters est devenu une agence vraiment pas très crédible. Pour cela, je crois, on a besoin vraiment de mettre un petit peu de précision dans les données pour avoir une bonne analyse. Si on a une mauvaise diagnostic de la situation, certainement on va se tromper. Et je crois que le régime aujourd'hui a été touché. Mais c'était un jeu de poker. Qui a joué ça? Il y a plusieurs éléments qui ont intérêt à jouer ce qui est arrivé hier. Mais le prix est très cher. Il est certain qu'après le 18 n'est pas avant. Mais il est certain aussi que dans les 72 heures là, l'avenir de la vitesse de la révolution sera déterminé. Et ces 72 heures vont montrer la fragilité du régime ou pas. S'il est capable encore de retrouver la capacité de reprendre l'initiative. Et là, on ne doit pas vraiment lécher les mains et dire que voilà, on a gagné. On n'a pas gagné encore. La situation est très compliquée et très difficile. L'armée libre, avec tout le respect de Georges, pour Georges, n'est pas si puissant et si expérimenté que ça. Et on a 4 communiqués pour déclarer une seule action hier, et les 4 ne sont pas crédibles. Avec tout ça, on ne peut pas dire que c'est des professionnels. Vraiment. Ils ont gagné quand même du terrain, non? Ils sont structurés quand même. Ils sont très dispersés. Et dans chaque ville, ils travaillent seuls, d'une façon isolée de notre ville. Et on a besoin maintenant de rassembler plus que les rassurer que tout va bien. On ne peut pas dire à ces gens-là « Ah, tout va bien, c'est extraordinaire ». Et quand
on est à une khel isolé de Damas, quand on est à Douma, isolé de juste à côté à Barza. C'est-à-dire quelque part, c'est à leur honneur, parce que le régime les présente comme une armée mercenaire, utilisée par la Turquie, par les puissances étrangères, à leur solde. Or, finalement, ce sont des groupes qui s'autogèrent, qui créent un peu des baronnies, qui n'ont pas le moyen de communiquer entre eux, parce que s'ils communiquent entre eux par les moyens normaux, pas sécurisés, ils sont tout de suite découverts et décimés. Donc, ce sont des cellules qui se créent automatiquement et qui résistent chacun à sa façon. Ils ont pour seul objectif de faire tomber le régime, même s'ils ne coopèrent pas entre eux, même si, la France a promis des moyens de transmission sécurisés. Je ne sais pas si ces moyens sont déjà arrivés et ça permet aux uns et aux autres de communiquer de façon sûre entre eux. Mais en attendant, ces baronnies existent et ne sont pas manipulées. Ce sont des gens qui sont autoproclamés comme des opposants et qui prennent leur courage à deux mains pour combattre ce régime. Georges Malbruno, il faut les voir comme ça, comme vient de le dépeindre Antoine Bazbou, ces gens de l'ASL, des gens courageux qui... Ah oui, non, ils sont courageux, ils sont courageux. Simplement, ce qui est vrai, c'est quand même... ils reçoivent quand même depuis 2 mois... Est-ce qu'il y a des gens d'Al-Qaïda dans cette ASL ? Dans la SL, non, mais on sait qu'il y a des djihadistes qui sont arrivés d'Irak, qui sont arrivés de Libye, qui sont arrivés de Tunisie. Il y en a quelques centaines. Alors, Al-Qaïda ou pas, il y a un groupe qui s'appelait Jabhat al-Nusra, qui a été sans doute décapité, mais qui existait bel et bien. Mais quand même, non, la tendance quand même, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il y a une structuration de la SL. Il y a c'est sorti dans la presse américaine, il y a des agents de la CIA qui, en Turquie, très discrètement, les forment et vérifient à qui doivent aller les armes. Il y a des avions qui se posent, par exemple, sur un aéroport à Adana, qui acheminent des armes en provenance du Golfe. Donc, la SL a du matériel plus sophistiqué, de l'anti-char, etc., de l'anti-aérien. Donc, et c'est la résultante, on le voit quand même sur le terrain, les bilans infligés, les pertes infligées à l'armée régulière sont plus élevées qu'il y a 6 mois. Donc il y a une montée en puissance, simplement ça reste encore quand même une armée quand même assez fragmentée, ce qui est peut-être bien dans le cadre d'une insurrection, il n'y a pas de chef, c'est quand même des structures très locales, pourquoi pas d'ailleurs, parce que c'est localement que les gens sur le terrain peuvent obéir à tel chef ou à tel responsable politique et non pas une structure, etc. Bon, donc simplement, la question, je crois, qui est posée, c'est est-ce que posent d'ailleurs les Français, avec, je crois à juste titre, c'est est-ce que si on leur donne encore plus d'équipements et d'armes, est-ce qu'on va arriver à rétablir un équilibre, un rapport de force qui forcera le moment venu Bachar el-Assad et les Russes derrière lui à dire bon, maintenant, il faut négocier, on tombera dans la solution yéménite dont on parle souvent. J'en suis pas certain, parce que le rapport de force est quand même extrêmement déséquilibré. Et puis, vous savez, quand vous acheminez des armes, la situation se... Alors, c'est des armes qui viennent, pour nos téléspectateurs, qui viennent d'Arabie Saoudite, du Qatar, c'est ça, de la Turquie aussi Non, la Turquie laisse passer les armes. Pas d'armes, visiblement. Voilà. Et vous disiez dans votre papier aujourd'hui qu'il y avait notamment des forces, en tout cas, c'est ce qui est dit au conditionnel, des forces de sécurité du Qatar qui seraient sur le terrain syrien. Les forces spéciales du Qatar agissaient comme ils ont agi en Libye. On peut penser que compte tenu de l'activisme du Qatar et d'un certain nombre d'autres pays, eh bien, il y a une participation aussi étrangère à la formation de ces cadres de la LS qui en ont bien besoin et on voit le résultat, on a vu le résultat hier d'une opération quand même qui était extrêmement bien montée. Aitam Mana, est-ce que vous soutenez cette armée syrienne libre qui est en train peut-être de renverser ce régime on a des contacts avec les dissidents. On a aussi le principe d'un dissident sur place, c'est-à-dire on demande aux officiels et aux soldats de rester sur place pour agir de l'intérieur de l'armée, parce qu'on croit qu'on ne peut pas faire sans l'armée. Et laisser l'armée à la famille Assad, c'est vraiment quelque chose qui lui donne un avantage qu'il ne mérite pas. Il faut mieux rester quand on peut, et quand on ne peut pas, on peut laisser l'armée et s'organiser. Mais on a des craintes sur tout ce qu'on appelle les groupes armés idéologiques qui ont un vrai danger, car la Syrie ne peut pas supporter ni l'islamisation de conflits, ni la confessionnalisation de conflits. Et dans un aspect pareil, le pouvoir va gagner davantage plus que les forces de résistance. Pour ça, nous, on demande et on insiste sur l'aspect national, sur le caractère non confessionnel
et sur le programme démocratique. Quand on n'a pas ça, on ne donne pas une carte blanche à quiconque. Alors justement, Randa Kassis, il y a quand même de vraies discussions au sein du CNS, justement, entre les frères musulmans et ceux qui sont laïcs. Vous êtes membre du CNS, je sais qu'une partie de votre famille est chrétienne. Est-ce que vous rejoignez Haitham Mana lorsqu'il dit aujourd'hui qu'il ne veut pas justement d'une islamisation de la Syrie? Est-ce que vous partagez cette crainte? C'est tout à fait normal qu'on craigne, nous craignons tous de toute façon cette islamisation. Mais surtout, certains soutiennent les frères musulmans, notamment dans le CNS. Je discutais avec l'un membre du CNS il y a 2 heures et qui disait voilà, moi je soutiens les frères musulmans. Il y a beaucoup de membres qui soutiennent la confrérie, les islamistes. Qu'on dit majoritaire au sein du CNS aujourd'hui? Je ne peux pas parler de reste, mais je crois quand même le problème des laïcs, je trouve que c'est bien de coopérer ou plutôt avoir des discussions pour arriver à un chemin ou à un point, des points de rencontre entre tous les partis. Mais je trouve quand même que c'est lâcher complètement et croire que les islamistes veulent vraiment un pays laïque et un pays qui est pour tous les Syriens et un pays pluraliste. Franchement, moi, j'ai du mal à croire ça et je n'arrive pas à croire. Je crois que les islamistes, ils ont quand même un objectif ils ont un but qui est bien précis et ils sont très pragmatiques, qui arrivent quand même à jouer et bien sûr à avoir la confiance des autres. Malheureusement, je dis pas qu'il faut pas parler avec eux, mais il faut toujours être prudent. Il faut quand même insister sur ce qu'il a dit. Moi, je rejoins aussi M. Manna sur l'aspect national de la Syrie et le non-confessionnalisme. Et c'est ça ce qui est de toute façon le danger. Le danger, aujourd'hui, nous voyons ça, nous le touchons, même entre les personnes normales, comment ils parlent, les discussions avec eux, c'est-à-dire ça prend un autre chemin. Un autre chemin n'a rien à voir avec cet aspect-là, avec cette Syrie pluraliste que nous voulons. Alors, quand je vous entends finalement l'un et l'autre, vous êtes dans 2 groupes d'opposition différents et finalement vous vous rejoignez quand même sur certains points. Alors pourquoi Haitham Mana vous rejoignez pas le CNS? Il y a des gens comme Randa Kassis dans le CNS et qui dénoncent Je vous dis une chose. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le bloc pour un État civil, un État démocratique se renforce dans le pays et se rejoint. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Haitham Mana. Merci à Randa Kassis. Merci Antoine Basbous. Et 1000 merci également à Georges Malbruno d'être venu sur le plateau de France 24. Très belle soirée. Je vous retrouve demain, 19h10, pour Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. À demain.